Le rideau est tombé sur le 19e sommet de la francophonie, tenu à Villers-Cotterêts, 33 ans après le sommet de Chaillot. La France a accueilli les États et gouvernements membres de l'OIF. Un rendez-vous biannuel pour renforcer les liens entre les pays francophones et promouvoir la langue française. Hervé Barakan, bonjour. Bonjour. Le sommet de 2022 à Djerba était celui de la réforme. La francophonie se voulait moderne et plus pertinente. Le pari a-t-il été tenu ? Oui, je crois que le pari a été tenu depuis les derniers sommets de Djerba. Les indicateurs de la transformation de l'OIF opérés par Louise Mushikiwabo avec le mandat des chefs d'État de gouvernement sont au vert, comme ça a été signalé. Ça a été un grand moment à la fois politique, un moment de coopération, un moment aussi de bilan de santé de l'organisation, sans se cacher sur les réalités de la situation de l'espace francophone et du monde. Mais c'était un vrai moment de communion et de rassemblement de l'ensemble de la famille francophone, à la fois sur des dimensions politiques, mais aussi sur le dialogue avec la société civile, avec la jeunesse, et sur la place de cette organisation dans le concert des nations, dans le monde d'aujourd'hui. Alors, créer, entreprendre et innover, c'était le thème de ce 19e sommet. Qu'est-ce qui caractérise l'espace économique et l'espace innovation francophone comparé à celui du Commonwealth qu'on juge plus dynamique et plus pragmatique? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la comparaison Commonwealth et francophonie. Comme l'a dit la secrétaire générale, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de compétition ou d'une francophonie qui est fermée sur elle-même. La francophonie de 2024 est ouverte sur le monde, elle est ouverte sur les langues, elle n'est pas frileuse. Elle n'est pas une citadelle assiégée de la langue française contre les autres langues, comme certains voudraient la caricaturer. C'est une francophonie qui est ouverte dans son dialogue avec les langues, avec les autres espaces linguistiques, et au nom du multilinguisme qui incarne cette dimension multilatérale du monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la secrétaire générale a beaucoup ausculté et écouté la jeunesse francophone au début de son mandat, et également les attentes des États et gouvernements. On est à la fois une organisation politique, intergouvernementale, mais aussi de coopération, puisqu'on fait des projets de coopération pour nos publics cibles, si j'ose dire, et ce sont vraiment les jeunes et les femmes. Les jeunes sont, en grande majorité, représentent 60% de l'espace francophone. Sur le continent africain, qui est quand même le cœur battant de la francophonie, l'âge médian est de 19 ans. Donc les attentes de la jeunesse, elles sont de plusieurs ordres, mais principalement de l'éducation, de l'emploi, de la sécurité, de la protection de la planète. Il était donc tout naturellement retenu que le thème de ce sommet, ça c'est un thème qui a été retenu par la secrétaire générale et par le président Macron, soit créer, innover, entreprendre en langue française, mais pour l'emploi des jeunes. Alors justement, quelle est la place des jeunes et des femmes dans cet espace qui compte 343 millions de locuteurs aujourd'hui ? Alors, il est prioritaire et majoritaire. Les jeunes ne sont pas l'avenir de la francophonie, mais sont vraiment le présent de la francophonie. La première chose. La deuxième chose, c'est que ce sommet a aussi beaucoup innové dans son format. On n'est plus sur un sommet d'antan, on en a connu, où on a avec des discours fleuves. 13 discours, une cérémonie d'ouverture sur 3-4 heures, une mini-assemblée générale des Nations Unies, puis ensuite des grandes tables avec des séances plénières où il y a finalement des déclarations de politique internationale, et ensuite les chefs d'État sortent faire des bilatérales. Là, le nouveau format du sommet depuis Djerba, qui avait été expérimenté à Djerba et qui a été poursuivi à Paris, souhaité par la secrétaire générale, c'est d'être plus en phase avec à la fois les grands rendez-vous internationaux, mais aussi les populations francophones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu une cérémonie d'ouverture limitée à 3 discours, le président du pays hôte, le pays sortant qui assurait la présidence, la Tunisie, et la secrétaire générale, dans ce formidable écrin et ce lieu là où tout a commencé. On ne va pas remonter la machine à remonter le temps, mais ordonnance de Villers-Cotterêts 1539, c'est là où tout commence pour la langue française. 20 à 25 000 locuteurs à ce moment-là, aujourd'hui 320, 340 millions, donc c'était important dans cette cité qui se veut ouverte et qui est une cité aussi sur un parcours francophone, de montrer la diversité des parlers francophones, mais la diversité de la francophonie, et un peu le fait, ce décentrage aussi de l'organisation. La secrétaire générale l'a dit aussi un peu haut et fort dans son discours d'ouverture. La francophonie, c'est pas la France-Afrique. La francophonie, elle n'est pas que hexagonale et un peu nostalgique ou purement africaine. L'Afrique est aussi évidemment importante, mais elle s'est vraiment ouverte sur le large. Sur les 5 continents.
Sur les 5 continents, on a été créé en 70, sans faire de l'histoire, mais en 70 avec une volonté des pays du Sud de recréer cette organisation, avec le président Senghor, avec Diori, avec Sihanouk, avec Bourguiba. Il y avait 21 pays qui ont adhéré à cette organisation en 70 à Niamey. En 86, au premier sommet de la francophonie, en France, à Paris, 41 pays. Au sommet de Hanoï, en 97, avec l'élection du premier secrétaire général de la francophonie, Boutros Ghali, qui était le visage et la voix de cette organisation, 48 pays. Aujourd'hui, à Villers-Cotterêts et à Paris, on était 88 en entrant, on est 93 aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une organisation qui reste attractive et pertinente. Alors, 50 ans après, comme vous venez de le dire, l'attractivité de la francophonie est toujours d'actualité. Après un moratoire sur les adhésions, l'OIF a accueilli 5 nouveaux membres au sommet de Villers-Cotterêts, l'Angola, le Chili, la Polynésie française, la Sarre et la Nouvelle-Écosse, 3 États, 2 régions. Cette coexistence État-région est-elle viable à long terme ? C'est une question assez originelle et presque originale du fondement de l'organisation qui a été créée en 70 avec la particularité, et ça a été le fruit de nombreuses négociations, d'avoir parmi ces 21 États le Québec, donc le Canada-Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc des gouvernements qui avaient des prérogatives à l'international et qui avaient eu le feu vert de leur État fédéré pour rejoindre l'organisation. Ça s'est poursuivi avec l'adhésion d'autres provinces, si j'ose dire, notamment du Canada. On a le Nouveau-Brunswick qui est membre, on a l'Ontario qui est observateur, on a la Nouvelle-Écosse maintenant qui rentre. Évidemment, vous posez une bonne question, et ça fait l'objet du débat, notamment lors du huis clos, porté par la secrétaire générale. On doit constater que c'est une organisation qui s'est vraiment élargie. C'est plutôt bon signe, mais toutes les organisations ont eu le débat entre approfondissement et élargissement. La secrétaire générale a essayé de réapprofondir en fait la place de la langue française comme critère important, et le moratoire sur l'adhésion, l'idée c'était de transformer aussi à la fois les textes, puisqu'on s'est doté d'un règlement et d'une procédure qui a été adoptée par le sommet de Djerba, et on l'a expérimenté ces 2 ans sur la base de dossiers qui sont beaucoup plus solides et sérieux, qui sont beaucoup analysés et qui ont replacé la langue française, le partage de valeurs et ce qui fait solidarité et diversité parmi les critères. Maintenant, il y aura effectivement, et les chefs d'État ont demandé à la secrétaire générale de poursuivre cette réflexion, la distinction entre États membres, associés et observateurs. 2, les seuils quand on veut passer d'associés à membres. Là, on a vu par exemple que le Ghana et Chypre membres de plein droit. Sont passés membres de plein droit parce qu'ils ont rempli les critères en fait qui étaient demandés. 2 autres pays, la Serbie et le Kosovo, les dossiers ont été jugés insuffisants, notamment sur la pratique, l'enseignement et l'engagement sur la langue française. Donc on va les accompagner sur les autres dans les prochains mois. Et 3, effectivement, la question de la place, ça rejoint votre question initiale, la place de ces États, ces démembrements, en tout cas ces régions au sein de la francophonie, pour savoir si faire coexister ou cohabiter des démembrements d'États qui sont membres, pour prendre des positions notamment souvent politiques, de suspension, est-ce que c'est le bon endroit ? D'autant plus qu'on a une francophonie au sens large, en plus de l'OIF, qui travaille avec une société civile. On a évidemment TV5 Monde, qui est notre opérateur télévisé audiovisuel, mais il y a les parlementaires, il y a les maires, il y a les universitaires. Donc la participation, je vais dire, des pouvoirs déconcentrés ou de la société civile ou des émanations de l'État est assurée dans le travail de la francophonie. Donc c'est quelque chose, c'est un débat qu'il va avoir dans les prochains mois. Alors, l'OIF, avec 93 membres, on y faisait allusion tantôt, permanents, observateurs et associés, et la seconde institution après les Nations Unies. Mais jusqu'où ira cet élargissement ? On va voir. On a eu beaucoup de demandes aussi pour les prochaines années. Parce que les Nations Unies, c'est 193, hein ? On reste, nous, au niveau du secrétariat, à la disposition et au service des États-gouvernements. Ce qu'on a voulu vraiment faire, et on ne peut pas maintenant, j'allais dire, revenir sur des choix politiques qui ont été faits antérieurement. Il y a ce principe de non-réactivité. Donc on verra sur cet élargissement, mais je crois qu'il ne faut pas le percevoir uniquement comme ça. Il faut y voir aussi l'intérêt, l'attractivité. Quand on voit aujourd'hui, les médias en ont beaucoup parlé un peu en termes un peu en surface et symbolique, en nous disant bon, le Gabon ou le Togo rejoignent le Commonwealth, c'est quel signal pour la francophonie ? Oui, mais le Ghana devient membre de plein droit, l'Angola a rejoint la francophonie, donc on recrée cette logique souhaitée aussi de dialogue avec les espaces hispanophones,
lusophone, arabophone, bien évidemment. Et ensuite, est-ce que c'est une manière pour la francophonie d'affirmer son influence internationale? Oui, je crois que la volonté, si on doit le décrypter, je pense que les États-gouvernements qui sont membres pensent qu'aujourd'hui, sur les grands enjeux globaux et sur les grandes conférences internationales, que ce soit sur le pacte numérique mondial, que ce soit sur le sommet de l'avenir ou en marge des COP, évidemment, il est important à la fois de faire valoir la voix des francophones. Et on parlait tout à l'heure de format un peu rénové, ce moment assez suspendu dans le temps, dans le Grand Palais, où les chefs d'État et de gouvernement pendant 1 heure, ont échangé entre eux et avec 2 jeunes représentatifs de tout l'espace francophone sur quelles conditions on doit mettre en place, quels programmes et quels projets pour mieux répondre à la demande des jeunes d'avoir plus d'employabilité. Alors ça va d'assurer le continuum entre la langue, l'éducation, la formation et l'emploi, mais ça passe aussi par des volontés de mobilité, ça passe aussi par des enjeux de découvrabilité. Alors, au-delà des valeurs que véhicule la langue française, quelles sont les attentes aujourd'hui des pays qui frappent à la porte de l'institution? Chacun a des attentes un peu différentes quand on analyse et qu'on regarde. Et c'est toujours une démarche volontaire d'un État d'adhérer à une organisation internationale. C'est pas anodin en termes d'engagement politique, en termes de signal et aussi en termes de tickets d'entrée, même si alors, à l'OIF, ce n'est pas très élevé, quoique les contributions ont quand même assez augmenté. Mais peut-être sur les pays qui viennent de rentrer, je crois que sur le Ghana, c'est clairement une volonté de faire plus de francophonie avec ses voisins. Dans un environnement francophone, purement pour lui. francophone, et de s'ouvrir et de faire aussi plus d'affaires. On évoquait tout à l'heure rapidement la question des enjeux économiques, mais on a découvert, grâce à une nouvelle stratégie et puis grâce à des missions économiques, des stratégies de filière ou des rencontres, de faire se rencontrer des jeunes, des femmes qui n'ont pas d'ouverture sur le monde, de créer des belles histoires économiques. Pour Chypre, il y a aussi évidemment cette volonté de faire un peu plus de coopération et de projets avec l'OIF et avec les voisins de la Méditerranée, parce qu'on a maintenant aussi beaucoup travaillé sur beaucoup moins de projets et de programmes. On en a une vingtaine aujourd'hui. Pour l'Angola, il y a clairement aussi la volonté à la fois ce rapprochement entre l'espace lusophone et francophone, et puis le dialogue aussi politique que peut mener l'Angola dans la sous-région, de travailler dans la région en des langue Grands française. Lacs. Absolument. Donc chaque État, sur les observateurs aussi, ils ont des raisons. Les pays asiatiques, on sait, et puis les pays asiatiques, il y a beaucoup d'économies aussi, et beaucoup de volonté de s'ouvrir sur le monde, de ne pas être pris uniquement dans les instances régionales ou dans les grands jeux internationaux avec les grandes puissances, mais de trouver des espaces de coopération, de solidarité, de diversité. Et d'ailleurs, l'Asie accueillera le prochain sommet. Le prochain sommet, rendez-vous en 2026 au Cambodge. Et comment se porte la francophonie dans cette partie du monde? Alors, là encore, il faut retravailler et poursuivre le travail en profondeur et peut-être revoir certains projets ou programmes. C'est par exemple un projet de tourisme durable. Comment, à travers les flux touristiques francophones, les francophones ont aussi tendance à aller dans des pays francophones, comment on va pouvoir former, éduquer la jeunesse des pays d'accueil à une économie de développement touristique dans une dimension évidemment durable. Et donc voilà, on travaille sur ces projets-là pour faire revenir des générations et des pays qui s'étaient peut-être un peu éloignés des projets de l'organisation parce que certains étaient peut-être un peu trop linguistiques ou d'autres étaient peut-être trop orientés sur un axe nord-sud. Voilà, donc c'est ce travail-là qui est fait en permanence. Hervé Barracon, je vous remercie. Merci.